Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et tout de suite sur Sud Radio, on accueille l'invité d'André Berkoff, Laurent Oberton, auteur notamment du livre Guérilla, Le temps des barbares. C'est publié chez Ring. Oui, bonjour Laurent Oberton. Bonjour. Bonjour. On vous avait reçu à Berkoff dans tous ses états pour effectivement pour Guérilla. D'ailleurs, vous en êtes au 2e tome, je crois, et il y a le 3e qui doit paraître, ou je me trompe? Oui, c'est ça. Le 3e était en cours de rédaction, a priori pour l'année prochaine. D'accord, oui. Je crois qu'il vaut mieux attendre l'année prochaine, eu égard aux circonstances. Mais Laurent Oberton, je vous appelle parce que vous aviez écrit des bouquins, je dirais des livres prémonitoires. Je rappelle La France Orange Mécanique, je rappelle tous les autres, La France Interdite, etc. Je voudrais parler par rapport aux circonstances. C'est pour ça que je suis content de vous avoir et je ne suis pas le seul. Ce qui se passe aujourd'hui, on a parlé, vous savez, on dit nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, mais au-delà des circonstances médicales, on sait que dans certains quartiers et autres, il n'y a pas de confinement, ou il y a un confinement extrêmement limité. Qu'est-ce que ça peut entraîner pour vous? Je parle romancier, mais au romancier très renseigné, au romancier qui n'est pas seulement romancier, mais qui est informateur aussi, au bon sens du terme. Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce que ça peut engendrer, la crise médicale, et puis ce qui va suivre, et on le sait, la crise économique? Alors là, on est effectivement dans une situation très potentiellement dangereuse, parce que on a eu notamment des prisonniers qui ont été remis en liberté, des prévenus qui ont été relâchés, des clandestins qui sont rendus, qui sont relâchés dans la nature aussi. On a des centaines de trafiquants qui sont en chômage technique. On a des millions de jeunes qui sont rendus dans le quartier. Ils ne sont plus à l'école. Et quand ils sont au quartier, ils sont en groupe et ils spawnent. Et voilà, donc on sait très bien que le confinement... On vous entend très haché, Laurent Oberton. C'est parce que vous êtes sur Skype, c'est ça? Oui. On vous entend un peu haché. Essayez de vous rapprocher. Je ne sais pas, mais allez-y. Qui n'est pas fabuleuse. Ouais. Je suis confiné dans une campagne très profonde. Oui. Écoutez, oui, Laurent, on va arrêter là la conversation parce qu'on vous entend très très haché, c'est dommage. On va reparler de ça la semaine prochaine si vous voulez, mais je crois que le système qu'on a là ne fonctionne pas et malheureusement on vous entend pas. Donc je suis navré, mais là il faudra qu'on trouve ensemble un autre système. Si vous ne voulez pas du téléphone, il faudrait trouver un autre système parce qu'on vous entend très mal. Je suis désolé. Bernard Cron. Oui. Oui, on va reparler ensemble parce que là, avec Laurent Oberton, et vraiment je le regrette parce que ce que fait Laurent Oberton est une très bonne... Enfin, il fait un très bon travail, mais là, malheureusement, ça passait pas. Je voudrais dire un mot sur les EHPAD qui est très important. Oui, allez-y, revenez aux EHPAD, oui. Personnel et de masques. Ceci, on ne sépare pas les gens contaminés par étage en mettant dans un étage les gens qui semblent indemnes. La contamination se fait lors des toilettes et de la livraison des repas, et toute la EHPAD va être contaminée chambre par chambre. Il faut pouvoir séparer par étage les gens atteints des gens indemnes. Ah oui, vous dites qu'il faudrait vraiment séparer par étage. Ah oui, c'est fondamental. Sinon, ça se contamine. Et puis, je voudrais parler également du pont aérien organisé par l'hôpital Pompidou, ce qui m'a beaucoup choqué. Est-ce que je peux en dire un mot? Allez-y. Alors, les régions qui étaient relativement indemnes étaient l'Aquitaine et certains coins de Bretagne. On a fait des ponts aériens et des ponts par train en mobilisant un personnel épuisé très nombreux par rapport au nombre de malades, puisqu'il faut en gros 4 personnes par malade gravement atteint. Les cliniques de la région parisienne, pour la plupart, qui se sont préparées pour recevoir dans leurs urgences de réanimation les patients, ont été très peu sollicitées. Or, elles sont totalement disponibles dans la mesure où on a interdit aux chirurgiens de pratiquer des interventions qui n'étaient pas urgentes.
Oui, on l'a dit. Mais je voudrais, Bernard Cron, Oui. je voudrais revenir, on a 2 minutes, mais vous allez rester avec nous, avec les auditeurs de Sud Radio. Je voudrais revenir sur cette histoire. On va demain, d'ailleurs, parler, nous, parce qu'on a eu des rapports, que ce soit par Mediapart ou autre, de ces conflits d'intérêts. Oui. Est-ce que vous êtes, je voudrais vous poser la question, est-ce que vous savez, partout, sur Sud Radio, dans toutes les radios et les télévisions, beaucoup de médecins parlent, et c'est très bien que les médecins parlent, vous êtes vous-même chirurgien des hôpitaux, et donc c'est normal, si les médecins ne parlent pas, qui va parler à leur place? Et c'est bien que ce soit les médecins que des gens qui n'y connaissent rien et qui prétendent légiférer sur tout. Mais est-ce que les médecins ne devraient pas déclarer à la radio et à la télévision leur connexion avec tel ou tel labo pharmaceutique, telle ou telle entreprise, etc. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir la transparence, par exemple, sur ce sujet? Bien sûr, André, mais malheureusement, moi je déclare que je n'ai aucun intérêt avec aucun laboratoire. Je suis retraité et je ne travaille que par bénévolat pour l'Académie de chirurgie ou l'Internat de Paris ou pour écrire ce livre dont je vous ai parlé. Ouais. Je n'ai aucun intérêt, aucun conflit d'intérêt. Moi, je n'ai que ma logique, mon bon sens et mon temps que je passe 5 heures par jour pour être informé sur cette situation. Beaucoup Alors, de médecins, Oui. beaucoup Oui, de allez-y. médecins qui sont experts, un expert compétent a en général des liens d'intérêt avec des laboratoires parce que les laboratoires ont besoin des médecins experts pour leurs expérimentations, pour leurs vaccins et leurs médicaments. Le problème, c'est que ces médecins soient indépendants, c'est-à-dire que l'intérêt financier ne les concerne pas. Or, malheureusement, la finance pourrit tout. Et malheureusement, il y a des conflits d'intérêts. Je ne sais pas qui a des conflits d'intérêts avec quel laboratoire, mais les antiviraux et les vaccins, ce sont des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars chaque année. C'est des budgets tels que les big pharma peuvent acheter qui ils veulent. Donc il y a une pression formidable pour ne pas dire ce qu'il faut dire quand ils paraissent dans les médias. Donc il est indispensable, effectivement, que les déclarations, avant de prendre la parole à la télévision, soient faites. Elles ne le sont pas. Merci Bernard Cron, restez avec nous, nous allons recevoir et nous allons écouter, vous, auditeurs de Sud Radio, c'est à vous, la parole va être à vous. Carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et oui, vous savez, quand on a commencé Berkoff dans tous ses états, on avait choisi ce jingle de Radio Londres. Hein. Eh ben, on ne savait pas qu'on serait un jour, et on ne le souhaitait pas, hein, dans cette situation de radio de résistance face à un virus qui nous fait vraiment beaucoup de mal. Et puis, c'est à vous actuellement, auditeurs. Et on est toujours d'ailleurs avec notre invité, Bernard Cron, qui est chirurgien, vice-président de l'internat de Paris. 0826 300 300, donc on part dans le Rhône-Alpes. En Rhône-Alpes, plutôt, on retrouve Pierre sur Sud Radio. Oui, bonjour Pierre. Bonjour Monsieur Berkoff, comment vous portez-vous? Bah écoutez, je me porte bien, ça va. Ça va, je suis confiné, mais pas encore confiné, j'espère. Voilà, j'espère. C'est pareil de mon côté. Du coup, vous invoquez tout à l'heure le chant des partisans, vous invoquez aussi le jingle de votre radio qui est effectivement très à propos compte tenu de statut. Et en fait, vous voulez intervenir déjà dans un premier temps sur le traitement fait ou réservé aux infirmiers par leur voisinage au niveau de la délicatesse et des mots et des dénonciations. Ouais. Et ces gens ne comprennent pas la chance qu'ils ont d'avoir, je pense, des infirmiers à domicile qui peuvent éventuellement pallier à n'importe quel petit incident domestique qui ont dû se multiplier statistiquement du fait du nombre de personnes en milieu domestique ces temps-ci. Bien sûr. Personnellement, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, que je suis assez touché dans la mesure où ma fille, qui a moins d'1 an, moins de 2 ans, excusez-moi, j'en perds le fil. Elle-même a subi une opération quelques jours avant le confinement et est rentrée à la maison. Et pour des raisons d'alimentation, on voit une valve au niveau de l'estomac pour la nourrir et qui nécessite forcément des soins médicaux assez spécifiques quotidiens et un suivi infirmier à domicile quotidien pour la cicatrisation. Et nous, c'est très compliqué du coup pour nous d'obtenir ça. Il faut vraiment que les cas par photo soient préoccupants pour que l'infirmier puisse prendre le risque de venir. Donc ces gens ne comprennent pas et je suis assez scandalisé de tels propos de la part de ces personnes qui ne comprennent pas donc la chance qu'ils ont finalement.
qui réalisent pas qu'ils auront probablement accès à du matériel sanitaire peut-être un peu avant tout le monde quand celui-ci sera disponible au public, dans la mesure où les premiers à en bénéficier seront, j'espère, les soignants. Mais on peut espérer, oui, Pierre, vous avez raison. Pour rester un peu dans le ton de la guerre et de l'après-guerre, je rappelle qu'à l'après-guerre, les gens qui avaient des comportements comme ça vis-à-vis de la résistance étaient souvent tondus et parfois pire, donc qui se tiennent prêts à courir peut-être à la fin. Qui fassent attention, c'est vrai. Voilà. Non mais merci pour votre témoignage, Pierre, parce que vous dites très très bien. Vous avez voilà vous avez un enfant qui a besoin de soins, et que quand ces gens ont la chance, vous dites, d'avoir quelqu'un dans leur immeuble et près de chez eux, ils pensent qu'il y a une chose, c'est la faire partir. Ils joignent la bêtise à l'ignominie, il faut le dire, quelque part. C'est tout à fait ça. Voilà, bon, c'était plus succinct que je pensais dans ma façon de penser. J'ai réussi à bien penser. J'avais une dernière petite chose, c'est par rapport à la Poste, que là, en l'occurrence, la Poste, la loupe un peu un rendez-vous avec l'histoire, je trouve, personnellement. Oui. C'était les agents postaux étaient les premiers à pleurer contre la privatisation. Je suis absolument contre l'idée de privatisation de certains effets nationaux, et la Poste en fait partie. Et ces gens ont longtemps milité contre la privatisation et ne font pas. Enfin, on a l'impression que le service minimum postal n'est pas bien organisé ou n'est pas suivi. Alors, il y a l'aspect. On leur demande. Moi, je fais partie, je pense, des gens qui comprennent bien qu'on va pas leur demander de nous envoyer, nous poster des cartes postales et des documents. Voilà, mais peut-être. Et pas d'être là du matin au soir. Mais enfin, il y a un service minimum, comme vous dites. Mais si pouvez, moi, je suis par exemple, encore une fois, c'est un petit peu pour ma paroisse, mais c'est peut-être pour ça, comme ça que ça marche de toute façon. Avant tout ça, moi, j'étais en plein dans mes papiers administratifs pour mes papiers de voiture, ma banque, des choses comme ça. Et ces documents sont assez importants, d'autant plus que maintenant tout se fait par télépaiement et que ma carte va bientôt se faire, va bientôt être ne plus être valide. Donc ça, c'est passons. Le fait est que on leur demande pas de passer tous les jours, on leur demande pas de passer même tous les 2 jours, mais d'assurer le service minimum. On est bien d'accord. Une fois par semaine, mettre dans les boîtes des gens concernés un bon avec écrit: vous avez tant de courriers, tant de colis en attente à Poste, présentez-vous à telle heure pour les récupérer sur rendez-vous. Ça marche très bien avec. Moi, je suis allé dans une boutique d'outillage côté. Non, mais on est d'accord, Pierre. Et c'est faisable. Ils peuvent. Si des manutentionnaires, j'ai rien contre les manutentionnaires en soi, mais si des simples manutentionnaires peuvent mettre au point des systèmes pour assurer un dépôt de matériel, eux, ils peuvent très bien assurer un retrait de colis sur rendez-vous. Absolument. Au moins. Et puis, absolument. Tout le monde serait, et je pense que tout le monde serait content. Eh bien, écoutez, on fait passer le message à la Poste, et au moins une fois par semaine, prévenez, on peut aller au centre postal, effectivement, toujours gants, toujours gel, masque quand on peut, et on fait attention. Merci Pierre. Tout à fait contrôlé. Merci beaucoup Pierre de nous avoir appelé depuis le Rhône-Alpes au 0826 300 300, et surtout tout Sud Radio embrasse très fort votre petite fille. On espère que tout va bien se passer. 0826 300 300. Vous continuez à nous appeler. On accueille tout de suite Daniel sur Sud Radio qui est chirurgien à Paris. Oui, bonjour Daniel. Bonjour. Je vous remercie d'avoir pris mon appel. Voilà, je voulais faire plusieurs remarques. Je suis ancien chef de Paris, comme mon collègue retraité qui est en ligne avec vous, Monsieur Cron. Oui, Bernard Cron, oui. Bernard Cron. Et moi, je suis en exercice et je voulais faire plusieurs remarques. Tout d'abord, les gens, enfin la population découvre ou redécouvre la qualité de notre système de santé. C'est unique au monde. On a des services de recherche et c'est une très bonne chose. Et ça, vraiment, tout le corps médical et les soignants sont effectivement très, très sensibles à cette reconnaissance que nous avons. Le privé et le public, c'est un combat d'arrière-garde qui n'a plus aucun sens aujourd'hui. Et là, vraiment, chaque patient peut se rendre compte à quel point on est dans un pays. Voilà. La deuxième chose, de qualité. De qualité. La deuxième chose, c'était d'insister sur l'indécence de certains médecins qui utilisent cette situation dramatique pour se mettre en avant sur les médias télévisés ou notamment, et qui règlent des comptes. Et c'est absolument scandaleux qu'il y ait des médecins qui se permettent de dire il faudra rendre des comptes. On est dans une situation dramatique. Et je pense que ces collègues feraient mieux de
de faire éventuellement un autre métier, faire de la politique. Je pense qu'il y ait des politiciens, et les urnes les jugeront, qui se permettent de critiquer les positions on manque de ceci. Personne ne pouvait prévoir un tel drame. Il n'y a aucun pays qui pouvait imaginer que nous aurions besoin au mois d'avril 2020, même il y a 3 mois, d'autant de protection, qu'on aurait un afflux. Il y avait pratiquement, la majorité des médecins en France disaient c'est une grippe, certes très contagieuse, mais elle était à l'époque en Chine et vraiment tout le monde minimisait la situation. Personne, même les virologues, les cabinets d'expertise de Pasteur savaient qu'il y avait une épidémie, mais en tout cas, il n'y a jamais eu d'information sur la gravité de la situation. Donc c'était imprévisible. Mais que des médecins, aujourd'hui, sur les plateaux, je pense à M. Prudhomme, et je préfère le nommer, se permettent d'aller critiquer point par point, on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça, c'est inadmissible, les gens meurent, on est obligé... C'est indécent. C'est indécent. Et moi, en tant que praticien sur le terrain, je ne peux pas laisser passer des choses comme ça. C'est inadmissible d'utiliser une situation comme celle-là pour, je pense que vous avez compris le message, pour mettre en avant des revendications. Voilà. Mais Daniel, je vais vous dire, ça je ne sais pas, je vous comprends et vous avez tout à fait, c'est légitime ce que vous dites, et en tout cas c'est votre opinion. Maintenant qu'on n'ait pas le droit de dire un certain nombre de choses, enfin de dire, je pense qu'il y a des nuances à faire. Effectivement, il n'y a pas des comptes à régler, mais il y a des situations à dire. Je voudrais demander à Bernard Cron, parce qu'il a suivi aussi cette histoire, qui est aussi votre collègue chirurgien. Bernard Cron, qu'est-ce que vous pensez de la position de Daniel ? Cher Daniel, si on n'est pas informé, si on ne suit pas exactement comment commencent ces épidémies, j'en parle depuis des semaines. On a commencé ces émissions avec André Berkoff il y a 2 ans et on avait parlé du risque épidémique, ce risque pandémique. On a vu le SRAS, on a vu Ebola. Quand on a vu cette pandémie exploser en Asie, à la fin du mois de décembre, il fallait se mobiliser, il fallait commander des masques, il fallait faire, on l'a dit 10 fois. Donc dire qu'on ne peut pas savoir ce qui peut se passer, c'est le rôle. Prévoir, c'est gouverner. Un chef, ça doit cheffer. Il doit avoir l'information. C'est la grande... Je dis pas la faute parce que j'ai du respect pour le président de la République. Je pense qu'il n'a pas informé, qu'il n'a pas été informé. Il a des serviteurs serviles qui lui servent le plat tel qu'il lui plaît. Il se rend compte actuellement que toute la situation est dépassée, qu'il y a des responsables, mais ce n'est pas le moment de régler les comptes, on verra ça dans un deuxième temps. Pour l'instant, c'est le problème de sortir de ce confinement. Donc plutôt que faire une polémique, je vous propose qu'on passe pour la prochaine émission, quels sont les critères pour sortir de ce confinement et dans quel délai. Daniel, oui, juste un mot, parce que ce que vous dites laissons je ne sais pas quel médecin, etc. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu quand même des signes avant-coureurs. Et honnêtement, est-ce qu'on n'a pas perdu 1 mois et demi, 2 mois? Il ne s'agit pas de régler des comptes. Mais vous savez que quand... vous êtes là, Daniel ? Oui, bien sûr, oui, je vous écoute. Bon, mais écoutez, quand Agnès Buzyn, moi je vais vous poser la question, je ne suis pas médecin, etc. Mais moi, je suis choqué quand Madame Agnès Buzyn, en janvier, dit il n'y a pas de problème, Wuhan, etc., ça reste là-bas, etc. Excusez-moi, même si on ne pouvait pas prévoir, on ne dit pas des choses comme ça quand on ne sait pas. Moi, c'est ça qui me choque, vous comprenez ? Quand on dit il n'y a pas besoin des masques pour masquer la pénurie de masques, il y a un problème, Daniel. Moi, excusez-moi, il faut arrêter. Si vous me permettez, alors, allez-y. La façon dont vous abordez le sujet, on ne peut que aller dans votre sens. Si on dit, effectivement, si on aborde le sujet. Le sujet, pour moi, je suis d'accord avec vous sur le fait, c'est pas pour disculper comme disait Cron, nos dirigeants, leur faire, pas les mettre face à leurs responsabilités. Ce sont des gens qui ont accepté de prendre des responsabilités, et effectivement, c'est à eux à anticiper, à prévoir. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que on s'aperçoit quand on ouvre une radio, la vôtre est particulièrement de haut niveau, mais qu'il y a aujourd'hui 65 millions de médecins.
Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Ouais. Tout le monde a son avis sur le coronavirus, le Covid. Hein. Oui. Alors, que des médecins rajoutent de l'huile sur le feu, je comprends. C'est ça que je veux dire. Je veux dire que votre rôle d'information, d'esprit critique, il est tout à fait légitime, et heureusement. Et il faut le maintenir. Il n'est pas question de romper sous l'omerta gouvernementale en disant tout va bien, il n'y a pas de problème. Hein. On a vu ce qui se passait en Chine, voilà ce qui s'est passé. En réalité, ils n'en sont pas du tout là. Mais en revanche, le corps médical doit garder, entre guillemets, une asepsie verbale. Voilà, on va dire ça comme ça. En tant que chirurgien, c'est plus facile à utiliser ce terme. Et de se retenir. C'est pas le sujet aujourd'hui des médecins d'aller que les politiques, que les journalistes s'accaparent du sujet. C'est parfait. Il faut garder cet aiguillon. Mais les médecins. D'accord. Daniel, on vous a entendu, mais il faudrait revenir avec nous et on fera effectivement, comme disait Bernard Cron, une discussion là-dessus. Merci en tout cas de votre analyse et votre témoignage. Jean-Marie. Merci beaucoup Daniel de nous avoir appelé au 0826 300 300 tout de suite. André, un facteur qui a entendu notre appel. On part dans la Haute-Garonne et c'est Arnaud qui nous appelle au 0826 300 300. Oui, bonjour Arnaud. Bonjour. Oui, bonjour Arnaud. Oui, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. On vous écoute. On vous écoute, Arnaud. Alors, je vous appelle parce que j'ai l'impression que vous tapez un peu sur les facteurs. Moi, je suis en activité. Je continue ma mission telle que demandée. On me demande de travailler 3 jours par semaine, donc je suis présent. J'ai pourtant une femme enceinte à la maison, 2 enfants en bas âge. Je prends des risques que vous semblez non, on tape pas sur les facteurs. On tape pas sur les facteurs. On dit simplement, comme tout le monde, le facteur doit assurer son service. Voilà, pas plus, pas moins. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Bien sûr, il y a toujours des droits de retrait qui sont faits. Enfin voilà, on peut fustiger les droits de retrait, mais en même temps, c'est qu'une petite minorité. Et nous, on est dans un petit bureau au sud de Toulouse. On est 18 facteurs, il y a un facteur qui a craint pour sa famille, pour ses 4 enfants, et qui a préféré s'arrêter, mais sinon toute l'équipe est au complet. Eh bien tant mieux et formidable et bravo. Ouais, et bien ça, écoutez, on salue, hein. On salue les gens, vous savez, nous on salue les gens qui font le boulot. On sait que c'est pas facile, personne ne va dire que c'est facile aujourd'hui. Simplement, quand je vois effectivement, et je parle pas, moi, on va pas comment stigmatiser une corporation, ce serait ridicule. Et simplement, vous faites partie des gens dont on a absolument besoin. Vous êtes essentiels. C'est-à-dire l'acheminement du courrier, l'acheminement c'est absolument essentiel et vital. Et voilà pourquoi on pose des questions. C'est pour ça que je réagis, parce que en fait, le service, oui, il a été minimisé, mais les bureaux sont ouverts et les facteurs passent au moins 3 fois par semaine minimum. Et on parle de 4 à 5 fois. D'ici la semaine prochaine, donc bon, ça je l'apprends à la radio, hein, je n'ai pas les... Oui, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais par contre, ça fait que le service continue et que les choses continuent, voilà, un petit peu minimisées, mais le service est assuré. Ouais. Voilà. Mais écoutez, merci et merci de le dire et on le sait. Encore une fois, il est hors de question pour nous de taper sur une profession, ce serait ridicule, et il est hors de question pour nous de ne pas reconnaître le travail que font encore une fois des millions de gens, dont les postiers qui sont effectivement sur le front. C'est clair. Et merci à vous tous d'être là. Merci à vous tous de nous avoir appelés, de nous avoir écoutés sur Sud Radio. Merci à nos invités également d'être intervenus sur Sud Radio. Merci Arnaud de votre appel. Continuez à nous livrer du courrier. C'est vrai qu'on en a, ça nous fait plaisir de recevoir nos lettres en ce moment quand on est confiné à domicile. Merci pour votre dévouement. La suite de votre journée à l'écoute de Sud Radio, et bien dans quelques instants, place à Jacques Pessis en compagnie de son invité. Portez-vous bien, surtout sur Sud Radio. Restez chez vous, c'est important. Allez travailler quand vous le pouvez.